Bonjour, Michel Galli. Je crois que la question de l'habitat intermédiaire ou de l'habiter autrement est une des questions fondamentales aujourd'hui, de par les enjeux qu'il y a sur le logement des jeunes, le problème des cohabitations, l'évolution de la taille des familles en fonction des trajectoires, la question de l'autonomie et de l'âge. Donc on est aujourd'hui sur des produits qui sont très largement inadaptés, aussi bien aux besoins sociaux des habitants que de plus en plus à leur capacité financière. Donc il y a un enjeu extrêmement important. Moi je suis arrivé au début de votre intervention, donc j'ai peut-être raté le cadrage. Je suis assez surpris de cette référence quand même au socialisme utopique. Moi j'ai plutôt une lecture qui est assez proche de ce que fait Julliard dans l'histoire des gauches, quand il montre quand même l'écart très important entre le socialisme utopique français et le socialisme utopique anglais, notamment Owen et Maurice, parce qu'on a quand même dans le socialisme utopique français le pire du pire. C'est-à-dire que c'est quand même fondamentalement un socialisme qui a inventé une vision de la société où il y a un contrôle total des individus, un rôle central de l'État, et qui a développé quand même des conceptions totalitaires, alors évidemment converties à des choses un peu romantiques, etc., mais qui sont épouvantables. C'est-à-dire que l'actualité du socialisme utopique français, c'est la Corée du Nord, quand même. Et donc moi, je vois plutôt, je caricature, évidemment, je vais trop loin, hein, et je m'en excuse par avance, mais il me semble, moi, que c'est plutôt autour de la question de l'auto-organisation de la communauté qu'il faut aujourd'hui réfléchir. Mais en même temps, dans un monde où, et là peut-être que c'est une piste de travail à l'avenir, c'est que comment on conçoit le logement, y compris dans des logiques de communauté, et moi je suis complètement d'accord avec vous. Moi quand je dis communauté, j'entends pas communautarisme. Ouais, on sait très bien en France qui ça cible très précisément. Donc c'est de fait une lecture raciale de la société. Mais comment on convertit ça à la problématique de la mobilité? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est passé d'une société où il fallait s'enraciner pour s'intégrer à une société où c'est ceux qui sont immobiles qui sont désintégrés. Oui, c'est intéressant, je mature en même temps. Sur cette référence au socialisme utopique, oui, après, conformément à la structure de ma pensée, où tout et son contraire sont assez similaires, oui, le socialisme utopique a eu des dérives regrettables. Pour autant, il y a de belles choses aussi qui s'y sont passées. Et moi, le phalanstère de Fourier, je trouve ça effectivement assez beau. J'ai fait aussi référence, et probablement de manière encore plus grave dans ce cas-là, au collectivisme, qui a dans l'histoire tué des millions de personnes, mais qui pour autant est une petite partie de la personnalité communautaire dont j'ai parlé. Donc effectivement, méfiance, c'est le rôle du chercheur, mais ouverture, c'est le rôle du chercheur. Sur les questions d'autogestion, moi je suis toujours un peu plus, mais c'est probablement ma vision aménagiste, un peu plus, peut-être un peu dubitatif sur ces questions d'autogestion, en ce sens que je reprends par exemple la question de l'îlot Bon Secours, qui est un projet expérimental qui se voit progressivement soutenu par les collectivités, par la puissance publique, politique, et qui donc potentiellement va pouvoir émerger. Alors ça pourrait laisser entendre que je préfère que les choses soient dans leur case. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire que je préfère inventer des cases. Merci beaucoup. Une question suivante. Oui. Ce n'est pas une question en fait, mais j'ai remarqué que cette
auto-organisée dans la communauté. En concernant cette auto-organisation de la communauté, j'ai en fait abordé la question de la gouvernementalité dans Michel Sarto, et c'est dans la réinterprétation de ce concept dans les périodes de libéral. Cette technologie de l'agence est une nouvelle forme de la responsabilisation qui engage des citoyens actifs et libres en tant que des membres de communautés autogérées et les organisations et des agents capables de prendre compte de leur propre risque. C'est en fait peut-être vu comme une nouvelle forme de responsabilisation et une nouvelle forme de gouverner ces agents et de prendre leur propre risque dans la politique néolibérale, étant donné que c'est dans les périodes néolibérales, c'est la dimension sociale de l'État néolibéral. Ça peut-être il faut ajouter cette dimension dans ce aspect. Je suis absolument d'accord avec toi. Merci pour ton intervention. Je sais l'effort et le cadeau que ça représente. Donc, merci beaucoup. Dans la langue de Molière. Effectivement, là, j'ai pas beaucoup mis l'accent sur cette question-là, mais je travaille aussi sur les questions de gouvernance et de communauté, effectivement, comme vient d'en parler Michel David, en ce sens que les effets sociaux supposés, à mon avis, trouvent une forme de catalyseur dans la question de la gouvernance, parce que tu développes tes habiletés et ta capacité à faire, ton savoir-faire, ton savoir-être, ton être, en prenant aussi une forme de responsabilité, en prenant aussi une forme de responsabilisation. J'aime beaucoup aussi le Québec, justement, parce que cet aspect de communauté n'est pas du tout stigmatisé comme en France, et je te rejoins tout à fait, il s'agit simplement de reprendre la définition de base de community, qui est en fait une localité de gens qui s'unissent, qui partagent des valeurs et qui président à leur destinée, avec un vecteur d'ouverture, qui est important et que je tiens toujours à souligner. On me dit que non. En France, on fait déjà de la communauté dans cette forme d'habitat-là. Mais c'est un peu délicat de le dire. Mais quand tu reprends sémantiquement, étymologiquement et la définition du community, effectivement, c'est ce qu'on fait. Je te rejoins tout à fait. Les questions de gouvernance sont capitales. Et cet aspect d'organisation communautaire est probablement la clé de cette réflexion-là. Et que ce soit dans le parc Gezi ou à l'îlot Bon-Secours, je pense effectivement que les dynamiques d'organisation, des dynamiques sociales, et probablement une forme de design social, se lisent. Tout à fait d'accord, merci. Éventuellement une dernière question. Patrick. C'est bien que je n'y arrive pas. Moi j'ai été frappé par votre exposé qui nous a bien fait sentir comment il débouchait sur une émergence de la citoyenneté. Ça, j'ai vraiment, petit à petit, s'est construit votre discours pour en arriver à cette conclusion, et on l'a bien senti. Et j'ai été frappé aussi par l'absence finalement de documents, de photographies, l'absence d'architecture et de forme dans votre discours. Et du coup, il me semble, j'ai quelques points, quelques obscurités, c'est-à-dire, vous nous avez fait un exposé brillant de chercheur et vous avez dit je suis aménageur, donc je ne comprends pas, c'est pas que je ne comprends pas, c'est que j'aimerais en savoir plus sur qu'est-ce que c'est, quel est le lien que vous faites, l'aménageur en vous, qu'est-ce que je fais. Et puis, il m'a semblé, c'est pas forcément évident, vous avez parlé d'ateliers, vous avez parlé et en fait, qui sont les acteurs, si vous voulez, comment ça se passe. Ben oui. Et de façon, alors j'ajoute un détail, c'est que, vous savez, ici, on est l'école de design, et ça entretient un rapport très particulier à l'architecture,
Ouais. Et en particulier, les solutions apportées par les designers et les architectes sont assez différentes. Donc, voilà. L'ensemble de ma question. Alors, je vais essayer de reprendre tout ça dans l'ordre. Effectivement, peu illustré. Après ma journée d'audition d'hier, j'ai rajouté des photos dans mon PowerPoint hier soir, parce qu'effectivement, il n'y a pas du tout de photos là pour le coup. Parce qu'effectivement, je parlais tout à l'heure de cultures différentes. Moi, à l'université, quand je fais des présentations dans ce contexte universitaire traditionnel, sont les mots, pour le coup, qui comptent. Pour autant, ça ouvre une question vraiment fondamentale et à laquelle je réfléchis beaucoup et à laquelle probablement ma présence ici va contribuer, c'est de me dire dans quelle mesure je m'attaque justement à ces questions d'architecture, m'attaquer positivement, bien évidemment, et du coup probablement à ces questions de design. Et voilà aussi toute la richesse de la discussion. J'avais cette intuition de devoir y travailler, de devoir y réfléchir. Il faudra que nous puissions échanger. J'ai envie de le faire. Je ne sais pas encore beaucoup par quel biais le prendre, et notamment dans ce contexte d'aménagement. Ce sont des questions qui m'intéressent éminemment, qui ont une importance dans la problématique. Je suis encore en train d'y travailler. Moi je suis seulement en première année de thèse, donc je suis encore aussi en train de développer tout ça, mais j'espère que nous aurons l'occasion d'en parler. Sur la question de l'aménagement, effectivement, je ne suis pas non plus urbaniste. Moi, je suis un théoricien praticien qui considère en fait que, heureusement que je suis ici, parce que si je disais ça ailleurs, ça pourrait aller mal, que l'aménagement, même dans sa dimension universitaire, c'est un outil, en fait, c'est un levier, c'est presque une traduction technique qui est sur des bases théoriques. Voilà en fait mon métier de chercheur en aménagement dans une dimension universitaire, c'est de dire comment on crée un cadre théorique, et là en l'occurrence mon cadre théorique c'est comment ces habitats particuliers peuvent faire émerger la citoyenneté et l'expertise d'usage de personnes qui sont quand même traditionnellement tout à fait éloignées de l'aménagement du territoire et des politiques publiques d'aménagement. Donc j'interroge aussi les questions de participation, indéniablement, des citoyens à la vie publique, et notamment de ces citoyens qui sont porteurs d'une richesse, mais qui sont finalement, dont la vie n'est finalement que très peu pris en compte. Et mes traductions techniques, empiriques, dirons-nous, de cette réflexion théorique, de ce cadrage théorique qui donne une importance à l'homme H majuscule, c'est de dire comment, fort de ces connaissances-là, on développe une stratégie d'aménagement du territoire qui a vocation à créer une ville qui est vraiment accessible, universellement accessible, et qui est universellement inclusive. Inclusive parce qu'on peut s'y déplacer, inclusive parce qu'on peut aller au musée, et moi, accessibilité, j'y mets un S, elle n'est pas, à mon avis, uniquement logistique, l'accessibilité, elle est aussi sociale et culturelle, elle est probablement même, surtout, sociale et culturelle. Donc comment elle est inclusive à ce niveau-là, et comment elle est inclusive dans la manière en fait d'intégrer ces personnes traditionnellement exclues du champ politique P majuscule dans la vie publique. L'organisation des ateliers, effectivement, j'ai passé un peu rapidement la présentation des deux complexes. Ce sont en fait à la fois là pour le coup des propositions d'animation qui sont tant bottom-up que top-down. Il y en a autant d'une nature ou de l'autre. Certains ateliers sont proposés par le bailleur, sont proposés par les associations qui résident un peu dans les murs, sont proposés par des associations qui viennent en fait utiliser l'espace en essayant d'intégrer aussi les personnes qui y habitent. Donc ça, on est plutôt sur le top-down. Au niveau du bottom-up, je parlais tout à l'heure d'appropriation, il y a parfois des demandes qui viennent des habitants qui sont formalisées, organisées tout simplement. Et puis progressivement, ces ateliers à la fois commencent à être hors les murs. Il y a une compagnie de théâtre qui s'est installée à 3 rues. Alors 3 rues, c'est pas grand-chose, mais c'est déjà plus le même quartier. On passe de ce qu'on appelle la butte Baudimont et le quartier Baudimont au centre-ville. Crée du lien déjà. Donc il y a une compagnie de théâtre qui s'est installée et qui organise les rendez-vous du vendredi
en partie sur initiative et sur demande des habitants du complexe, et notamment des adultes trisomiques, et donc qui viennent en fait tous les vendredis écouter de la musique, rencontrer des artistes, et puis parfois les artistes vont dans le complexe d'habitat. Donc voilà, l'idée primordiale, c'est effectivement d'organiser de l'animation, donc tout ce qu'il y a de plus traditionnel. Ça va dépendre de deux types d'accompagnants qui vont être les salariés du bailleur. Tout bêtement, les deux complexes d'habitat ont ce qu'on appelle pudiquement un responsable de l'habitat, je crois, et des aides extérieures, aides avec des guillemets. Vous avez une aide à domicile permanente, auxiliaire de vie permanente à Pont-Rouge. Vous avez une association de services d'aide à domicile qui intervient et qui accompagne un peu à l'îlot Bon Secours, et puis vous avez des associations qui viennent faire des propositions, et là on est plutôt sur du bottom-up. Voilà un peu la manière dont c'est organisé, avec l'idée originelle en fait de mettre de la vie dans ces espaces collectifs pour que l'appropriation se fasse progressivement. Vous avez aussi, pour en terminer, cette dimension participative intéressante, et je reviens à ce qu'Eda disait sur les questions de gouvernance. Un collectif des habitants à Pont-Rouge, à l'îlot Bon Secours, qui organise un peu la vie, et une gouvernance là qui est tout autre en fait à Pont-Rouge, avec des représentants élus, des habitants du complexe, siégeant au conseil d'administration, et ayant la responsabilité, là on est vraiment sur le do it yourself avec la mentalité assez anglo-saxonne, ayant la responsabilité d'une partie des animations, dans leurs propositions et dans leur organisation. On fait du chemin. Très très rapide, parce que sinon on accumule les décalages. Bonjour, je m'appelle Benoît. Donc je travaille pour une coopérative qui accompagne les assos et les collectivités sur ce type de questions-là. Et juste, c'était une remarque sur une zone de vigilance à avoir sur les communautés, donc sur ce qu'on voit sur l'habitat partagé, sur les appels à projets sur l'île métropole par exemple, sur ces questions-là. Et c'est juste une zone de vigilance parce qu'on remarque qu'en fait les groupes qui se constituent essayent d'être mixtes au départ sur les conditions culturelles, sociales, et qu'en fait au final on voit que les groupes qui restent sont des personnes du même milieu. Je pense que ce serait intéressant d'intégrer cette présentation au programme politique et d'accompagner les techniciens sur la complexité, mais de laisser des espaces ouverts, en fait, que ce ne soit pas forcément des communautés qui créent un lieu et un espace pour eux, mais plutôt que les espaces soient pensés en amont pour une communauté qui va se construire après. Voilà, c'est plus ça. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est une autre manière d'appréhender les choses. La richesse de ces complexes, c'est indéniablement les diversités qui y résident. C'est en ce sens que, quand Michel David parlait tout à l'heure d'autogestion, que j'étais aussi dubitatif. J'ai observé sur l'émergence justement de lieux alternatifs, etc., qu'au final, effectivement, ne suivait. J'ai en tête un exemple en Angleterre, Lodge, dont j'ai perdu le nom, et où effectivement on retrouve alors j'ai rien contre, ça fait un peu penser à l'Assemblée nationale, mais à des personnes assez vieillissantes, blanches et au capital culturel élevé, quoi. Voilà. Bon. C'est pas l'idée dans ces complexes-là, et c'est à mon avis une des raisons de leur richesse, justement. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous.